Bon, quand on étudie l'histoire de la culture hip-hop, depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui, on se rend compte de plusieurs choses. Déjà que ça fait plus de 50 ans qu'elle existe et qu'elle commence à se faire vieille, mais surtout que cette histoire est souvent racontée du même point de vue, celui des hommes. Ça ne veut pas dire que tous les récits qu'on a pu lire ou entendre sont faux, loin de là, mais ils oublient souvent une partie de l'histoire, celle du rôle que les femmes ont joué dans tout ça. Elles ont été à la base de plusieurs moments fondateurs qui ont lancé des tendances et ont permis à une culture et une musique soit d'exister, soit de s'inscrire dans la durée. C'est ton gars Raska qui te parle et bienvenue à toi dans ce nouveau documentaire. Alors mon frérot, ce documentaire n'a pas pour prétention de refaire l'histoire, il va juste prendre une nouvelle caméra et la braquer sur des personnalités et des visages qu'on a trop peu entendus. Il va faire des allers-retours entre la France et les États-Unis et se concentrer sur les débuts du hip-hop pour montrer comment des femmes ont construit ses fondations. Alors attention, petit disclaimer, aucune des femmes citées dans cette vidéo n'a besoin de ce documentaire pour prendre une place qui lui est bien évidemment déjà due. Mais il est important de revenir sur leur parcours autant de fois que possible pour montrer que le hip-hop et le rap n'est pas une affaire uniquement masculine. Mais pour comprendre tout ça, mon pote, il faut revenir au début, au tout début. Bon, on connaît tous le topo, je vais pas te raconter cette histoire dans les détails pour la 50e fois. Là, on est dans le Bronx, enfin, sois pas con, là, actuellement, on n'est pas dans le Bronx, mais là, on est dans le Bronx. Un quartier de New York, isolé du reste de la ville. Une soirée se déroule, nous sommes en août 1973, dans un immeuble au 1520 Sedgwick Avenue. Le Bronx est à cette époque le symbole d'un pays divisé et raciste, malheureusement. Les habitants galèrent parqués dans des mêmes quartiers et les opportunités d'emploi, c'est pas trop ça. Les conditions de vie sont compliquées, plombées par le racisme qui a tout à fait. Donc dans ce contexte, la culture hip-hop est un moyen d'oublier un petit peu ce quotidien et de faire la fête pour passer le temps. C'est aussi un moyen de se rassembler sous une même culture. Tout ça est nouveau et excitant, on sent que quelque chose est en train de frémir. À partir de ce moment, 95% des récits autour de la genèse du hip-hop sont automatiquement associés à DJ Kool Herc. Un homme né à Kingston, en Jamaïque, qui a importé le principe du sound system directement à New York. C'est pour ça qu'on dit souvent d'ailleurs que le rap vient de Jamaïque, mais c'est une autre histoire. Notre ami Kool Herc, c'est le fameux DJ de cette soirée à l'avenue Sedgwick. C'est lui qui fait danser la foule. Entre toi et moi là, je pense que j'en aurais peint plus d'un sur la piste de danse. Je suis pas si sûr que ça au final. Bref, revenons sur cette fête selon laquelle, d'après la légende, le hip-hop serait né. On oublie souvent un point très important, c'est qu'elle a été organisée et mise en place grâce à Cindy Campbell, la petite sœur du fameux DJ. Petite sœur qui avait demandé au grand frère d'assurer la soirée et de se mettre derrière les platines. Cindy sait que son frère a envie de se produire, elle le voit tout le temps en train d'essayer des platines, il va tout le temps chez le disquaire, il fouille un petit peu partout pour dénicher les petites pépites. Donc sans Cindy, bah pas de soirée. Alors je dis pas qu'il y aurait rien eu et que rien n'aurait jamais existé, mais en tout cas, elle y est grandement pour quelque chose. Elle organise une soirée qui s'appelle Back to School, notamment parce qu'elle a besoin d'argent pour s'acheter des vêtements pour la rentrée des classes. Elle veut être stylée, bref, comme tous les jeunes à cet âge-là, on veut des nouvelles sapes, on va être le plus frais du lycée, du collège, donc là, il lui faut des talles. Elle décide d'utiliser une partie, un espace de son immeuble qui est souvent utilisé pour des fêtes, des bar mitzvahs, ce que tu veux. Et ce qui est drôle, c'est que c'est les darons de Cindy qui vont faire les vigiles de cette soirée. Ouais. Ils vont s'assurer que les jeunes passent une bonne soirée en sécurité, il y a à boire et à manger, mais Cindy, je te le rappelle, son but c'est de faire de l'argent, donc elle fait payer une entrée. 25 centimes pour les femmes, 50 centimes pour les hommes. Et tout ça, c'est une histoire de famille. Alors, il y a les parents de Cindy qui sont présents, mais il y a aussi plein d'autres familles de l'immeuble qui viennent aider. Il y a une sorte d'esprit de communion qui vient se créer, très propre au début du mouvement du hip-hop, des valeurs de respect, des valeurs d'entraide, et tout ça incarné notamment par notre Cindy. Pour faire la promotion de cet événement, Cindy a une idée du tonnerre. Enfin, elle fait des cartes quoi. C'est pas mal, à l'époque c'est pas mal. J'ai reçu une invite. Malheureusement, la soirée a déjà eu lieu. C'était vraiment il y a 50 ans. Mais c'était vraiment ces cartes-là, des cartes manuscrites qu'elle faisait elle-même, qu'elle découpait et qu'elle allait distribuer dans les rues pour faire la promotion de cette soirée. Malgré son jeune âge, elle agit comme l'une des pionnières du street marketing. Ou même la première personne qui organise une campagne de promotion au sein de la culture hip-hop. C'est un rôle qu'elle va garder par la suite puisqu'elle sera la manageuse de son refton, Monsieur Kool Herc, dont la popularité après cette fameuse soirée va exploser. Notre amie Cindy, c'est pas sa seule casquette. Elle est aussi danseuse, elle fait aussi du graffiti et va fonder la société Hip Hop Preserve, une association dont le but est de préserver les racines du hip-hop, son histoire, etc. Elle continue donc d'œuvrer pour la culture, mesdames et messieurs. Quelques années plus tard, alors que le hip-hop est bien lancé dans le sillage de la soirée organisée par Madame
Cindy Campbell. C'est de nouveau une femme qui a permis au premier hit, au premier succès massif du rap, de voir le jour. I can't tell you where the sun goes when it goes down. Sylvia Robinson a non seulement du flair, mais aussi une solide expérience dans le milieu artistique américain. Elle va débuter sa carrière dans le milieu des années 50 en tant que chanteuse et va connaître quelques succès dans le registre R&B. Alors attention mon ref, parce que à cette époque, le R&B se comprend au sens littéral, rhythm and blues. Donc tu l'as compris, on est loin du R&B qu'on peut écouter aujourd'hui. Notre amie Sylvia se fait connaître en 1973 avec le titre Pillow Talk, un titre assez sexuel, tout en soupirs et gémissements, tellement sexuel que certaines radios coupent certains passages pour éviter de choquer les auditeurs. Mais pour toi, et sans censure, parce que je connais tes petites oreilles, je te mets un petit extrait. Ça va, je pense qu'on a connu pire, et ce qu'il faut retenir maintenant, c'est qu'elle a aussi fondé son label All Platinum, avec son mari Joe Robinson, un ancien officier de la Navy américaine, qui a fait une belle petite fortune en investissant dans des boîtes de nuit et dans l'immobilier. Ensemble, ils vont ensuite créer le Sugar Hill Records en 1979, un label qui va changer la face du rap. Un soir de juin 1979, Sylvia est dans un club à Harlem et elle se frotte à ce qu'on appelle le hip-hop. Bien évidemment, elle en prend plein les yeux en voyant Lovebug Starski, un des premiers rappeurs qui était en train de rapper sur le breakbeat Good Time, un son de Chic. Après cette petite claque, elle sort de ce club, pleine de motivation, pleine d'énergie, prête à recruter 3 artistes pour leur proposer d'enregistrer une chanson. Et c'est comme ça qu'en 1979, le morceau Rapper's Delight va sortir, mesdames et messieurs. Alors il faut savoir que c'est pas le premier morceau de rap à être enregistré, c'est ni le meilleur son à être jamais sorti, ni le plus inventif ou le mieux rappé, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le premier succès à l'envergure nationale à être associé au rap. On va se remettre un extrait pour le plaisir, les refs. Après tout ça, nos deux protagonistes vont signer des grandes têtes d'affiche comme The Grandmaster Flash et Furious 5, The Treacherous, oh, frère, j'arriverai pas à le dire. Je fais des docus sur des trucs carrés, je sais même pas parler carré, j'ai même pas d'accent, ça m'énerve. Google Trad, s'il te plaît, dis le nom pour moi. The Treacherous 3. Merci. Le Sugar Hill Records vont sortir un nombre incalculable de morceaux qui vont marcher, et ça notamment grâce à Sylvia Robinson qui avait compris que les goûts des auditeurs se situaient sur 2 plans, la fête et la conscience sociale. 2 des chansons les plus connues du label sont Rapper's Delight et The Message, sorti en 1982. Un morceau considéré pas forcément à juste titre comme l'un des piliers, comme l'une des pierres fondatrices de ce qu'on va considérer comme le rap engagé. Sylvia Robinson est aujourd'hui souvent appelée la reine du hip-hop ou la mère du hip-hop. Le terme est, je te l'avoue, un petit peu ronflant, mais au moins il a le mérite de donner des fleurs à une femme pionnière dans un contexte où, aux États-Unis, beaucoup de femmes ont joué des rôles majeurs dans des labels sans forcément être mises en avant autant que des hommes qui avaient pu faire le même boulot qu'elle. Petite anecdote un peu malheureuse que notre amie Sylvia a pu vivre en 1961 lorsqu'elle avait écrit la chanson It's Gonna Work Out Fine d'Aiki et Tina Turner. Lors de la session de création de cette musique, qu'elle va d'ailleurs payer, elle y joue de la gratte, mais finalement le crédit de producteur revient à Juggy Murray, le fondateur du label sur lequel la chanson va sortir. Et dans la même logique, la même ADN que l'anecdote que je viens de te raconter, si on bifurque un petit peu du rap et qu'on s'intéresse à la soul, l'un des plus grands labels dans ce domaine, c'est Stax. Il a été cofondé à Memphis par un frère et une sœur, Jim et Estelle. Et cette Estelle, c'est un petit peu grâce à elle que le label a vu le jour, puisqu'elle a hypothéqué sa maison pour pouvoir commencer à acheter du matériel audio, sonore, etc. pour développer le label. C'est elle, on va dire, qui a pris le gros du risque, mais quand on regarde les articles, les interviews, les documentaires autour de tout ça, elle est souvent un petit peu évincée et un petit peu écartée au profit d'une mise en avant de son frère Jim. À l'origine, un homme, Jim Stewart. Jim Stewart. Jim Stewart. Jim Stewart. Jim Stewart. Jim Stewart. Et ce qui est encore plus important et qu'il faut noter pour refaire un parallèle avec le rap, c'est que Estelle a signé sur ce fameux label Stax Carla Thomas, une chanteuse qui deviendra au cours des décennies suivantes une source inépuisable de samples pour les producteurs de rap. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plein d'autres exemples. Si on remonte encore quelques années en arrière, c'est une femme nommée Marion Kaysker qui a découvert un petit nom, un homme avec une
c'est Elvis Presley. Je m'aventure pas sur une désignation capillaire pour Elvis. C'est Elvis Presley. Et bien c'est Marion Kesker qui a eu du flair, qui a senti le potentiel derrière notre jeune Elvis pour lui faire record son premier morceau en studio avec le label Sun. Et pourtant, aujourd'hui, on dirait qu'on ne parle que de Sam Phillips, le fondateur du label Sun, dans l'évolution et la mise en avant de la carrière d'Elvis. Alors que, à la base, c'est Marion. Mais bon, ça c'est un truc assez courant. Si tu regardes un petit peu l'histoire, tu verras que souvent les hommes aiment bien prendre la lumière de certaines femmes. Sylvia Robinson sait tout ça. Elle se souvient de ses mauvaises expériences et sait qu'il est difficile d'exister en tant que femme dans une industrie où la plupart des labels, des grosses structures, etc. sont détenus par des hommes. Avec Sugar Hill, elle veut inverser la tendance et t'inquiète pas mon pote, elle va y arriver. Sugar Hill Records prend ses racines dans New York et plus précisément dans un quartier très important, Harlem. Un label tellement ancré dans Harlem que son nom est tiré d'une zone directement du quartier, le Sugar Hill. Et si ça fait référence à tout ça, c'est pas anodin. Puisque Harlem a été aux avant-gardes à cette époque sur des sujets de racisme, d'homosexualité, de féminisme, de liberté d'expression et créative pour toutes les personnes noires, etc. Ce qu'il faut retenir, c'est que Harlem, à cette époque, était en avance sur plein de sujets de société, en comparaison à tout le continent américain, voire à tout le reste du monde. Il y a plein de critiques à faire sur Rapper's Delight, la façon dont ça a été écrit, l'opportunisme un petit peu malsain de Sylvia et Joe Robinson. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça a permis d'ouvrir la voie à plein d'autres artistes. Qu'il a permis à la culture hip-hop de prendre son envol, et tout ça grâce à la vision d'une femme, Madame Sylvia Robinson. Avec ça, elle va prouver que le rap peut être viable économiquement à tout le monde, et ça, c'est hyper important. Plus tard, Sylvia lancera d'autres structures, comme par exemple en 1989, Bon Ami Records, à ne pas confondre avec Bon Gamin Records. Faut que j'arrête. Un label qui a eu la particularité de découvrir, sous le nom de The New Steel, le futur duo Naughty by Nature, qui connaîtra un gros succès dans les années 90. Et en plus de Sylvia Robinson, d'autres femmes jouent des rôles majeurs dans des labels de rap, et leurs noms sont malheureusement souvent oubliés. On peut penser à Anne Carly chez Jive Records, Sylvia Rhone chez Atlantic, Universal Motown et Epic, dont elle est d'ailleurs la CEO quand même, ou encore Monica Lynch, la première employée du label Tommy Boy, fondé en 1981 et dont elle deviendra la présidente 4 ans plus tard. Et cette dernière personne que je t'ai citée, elle est connue pour avoir des goûts plutôt avant-gardistes et surtout une très bonne vision long terme vis-à-vis des artistes qu'elle peut signer, puisqu'elle signe entre autres Queen Latifah, quand même l'une des femmes les plus importantes du rap, mais elle va signer aussi De La Soul, House of Pain, Digital Underground, le premier groupe de Tupac, et bien évidemment elle va participer au développement de la carrière de tous ces artistes. Et oui mon pote, c'est quelqu'un. Mais la culture hip-hop, bien évidemment, ne se résume pas qu'à ça. Au-delà de la musique, on peut citer le travail pionnier de Madame Martha Cooper, qui dans les années 70 couvre les débuts de l'émergence du graffiti pour National Geographic. Alors oui, moi aussi je pensais qu'il faisait que des photos d'animaux qui étaient en train de se reproduire, mais visiblement, on en apprend tous les jours. Et ça c'est cool. Elle est la première personne à mettre en avant à l'échelle nationale les œuvres d'artistes de graffiti, et diffuse donc à grande échelle la culture hip-hop. Le livre qu'elle va sortir avec Henri Chalfant, qui est juste ici, pas Henri Chalfant, le livre. Allez, Subway Art, sorti en 1984, est considéré comme une véritable bible. Il est encore réédité régulièrement, c'est pour ça que bien évidemment j'ai réussi à le choper, et il reste à ce jour l'un des plus beaux témoignages des débuts d'une culture. Et oui, donc tu l'as compris, des femmes sont à l'origine de la première soirée liée à la culture hip-hop, du premier hit de rap et du succès de nombreux labels, mais sans forcément avoir la reconnaissance qu'elles méritent. Et en France, c'est le même schéma, on connaît un phénomène similaire, l'invisibilisation des pionnières, qui permettent pourtant à la France d'avoir une place primordiale dans la culture hip-hop. Tu peux aller chercher ton père, ton oncle, ta grand-mère, demander à n'importe quelle personne qui a vécu les débuts du hip-hop en France, elle te dira sûrement la même chose. Quand l'émission HIP, HOP arrive sur TF1, c'est un véritable séisme. Tout le monde en parle, tout le monde regarde. Je t'en avais déjà parlé dans le précédent documentaire, cette émission est présentée par Sydney, le premier présentateur noir à officier sur une chaîne de grande écoute. L'émission est la première en Europe à mettre en avant une culture que beaucoup de gens rejettent ou ne comprennent pas. Mais si notre professeur de danse préféré Sydney est le visage phare de cette émission, il faut savoir que derrière tout ça, plusieurs femmes sont à l'origine de la diffusion de cette fameuse émission. Il y a d'abord Laurence Twitou, future patronne du label De Label, sur lequel seront signés entre autres Oxmo Puccino, IAM, voilà.
Je pense que tu connais. Laurence va faire la connaissance du hip-hop à New York alors que c'est les débuts de cette culture. Elle croise sur sa route Afrika Bambaataa, un des pères fondateurs. Laurence et Sophie Bramley, une autre française proche de tout ce mouvement, seront d'ailleurs couronnées Zulu Queen par Monsieur Bambaataa, une distinction bien évidemment réservée à une petite poignée de personnes. Donc tu te doutes bien qu'elle est dans l'entourage proche de Monsieur Bambaataa et elle va faire pas mal de soirées à New York, rencontrer des mecs comme Fab Five Freddy ou encore un jeune talent, Monsieur LL Cool J. La scène du graffiti est à ce moment-là en plein essor, et on dirait presque que tout New York est rempli de graffiti à cette époque-là. Et c'est notamment grâce à Sophie Bramley. Jeune photographe, elle capture dans son boîtier plein de clichés du développement de cette culture, notamment à New York, et va permettre de les importer en France. Ça va être grâce à elle qu'on va avoir un petit peu les premières images de tout ce qui se passe là-bas. Et comme pour Martha Cooper dans le domaine du graffiti, et les photos de Sophie Bramley permettent de voir les premières soirées, les premiers battles de danse, les premiers visages aussi des pionniers de cette culture aux États-Unis, sont un véritable trésor culturel, un témoignage plus que précieux. Récemment d'ailleurs, je crois que je t'en avais parlé dans un précédent documentaire, mais ces photos ont été exposées à la Philharmonie à Paris pour une exposition qui avait lieu l'année dernière, qui s'appelait Hip Hop 360, qui était très cool. J'en ai appris beaucoup là-bas, j'ai vu pas mal de ces clichés. Bravo madame. De retour en France, Laurence Twitou rencontre Sydney pendant qu'il anime une émission sur la fréquence Radio 7. C'est l'actrice bien connue Clémentine Célarié qui avait vu Sydney mixer pendant une soirée dans la boîte de nuit L'Émeraude, qui avait conseillé à Marie-France Brière, une réalisatrice et productrice pour TF1, d'engager Sydney sur Radio 7. Et à ce moment-là, notre amie Laurence a une volonté, c'est de créer une émission dédiée au hip-hop. Et elle va tenter de vendre le projet aux gros poissons, aux monstres. TF1. Chez TF1, Marie-France Brière trouve que l'idée est intéressante et originale, qu'il y a du potentiel, mais malheureusement, elle doit se battre contre ses collègues qui ne captent pas trop pourquoi une émission du genre ferait de l'audience. Alors malheureusement, même si l'émission ne va pas durer longtemps, c'est un vrai succès, et mine de rien, ça installe la France comme l'une des places fortes de cette culture. Il faut savoir qu'Afrika Bambaataa est le disjockey le plus respecté de New York. Il va retourner donc à New York avec des produits français pour les mixer avec tous ces produits américains. Notre chère Sophie est donc la directrice artistique de cette émission, puis elle part à Londres en 1987 où elle va présenter une émission Yo MTV Raps. Un an plus tard, une version américaine voit le jour, cette fois-ci confiée à Monsieur Fab Five Freddy. Elle éclipse bien évidemment la version européenne, et injustement, aux yeux du grand public, dans l'histoire, on retiendra forcément plus que cette émission a été présentée par un homme, alors qu'à la genèse de tout ça, c'est bien une femme qui animait l'une des émissions les plus emblématiques du hip-hop. En 1991, Sophie Bramley devient la directrice marketing du label Polygram et continue son engagement au sein de l'industrie du disque et surtout en faveur du féminisme en rejoignant le collectif 52, qui est une association féministe. En France, les choses commencent donc à bouger et encore une fois, c'est une femme qui va prendre les choses en main. Si on parle uniquement de rap et plus de hip-hop au sens large, le premier titre rappé en français est l'œuvre de Madame B-Side. C'est Louis, Fab Freddy, détective privé. Toutes les femmes qui suivent, elle le court après. Il est cool dans nous, tout le monde le connaît. En 1982 sort Change the Beat, un disque avec deux faces. La première est un titre de Fab Five Freddy et la face B est rappée par B-Side, une chanteuse anglaise qui utilise aussi un pseudonyme, Anne Boyle. B-Side rappe avec un accent anglais en français alors que Fab Five Freddy rappe dans un hybride des deux langues. Et pour la petite histoire, t'en fais ce que tu veux mon ref, Change the Beat dans la version de B-Side est l'un des morceaux les plus samplés de l'histoire. Ah ouais. La partie où on entend à la fin de la vidéo a été repris par beaucoup de gros artistes et encore aujourd'hui. En France, le titre de B-Side fait pas beaucoup de bruit, voire passe presque inaperçu. Et c'est pourtant le premier titre de rap en français. Qui plus est, il est interprété par une femme. Chose encore plus surprenante, c'est que le morceau ressort sous un autre nom, une sale histoire, toujours avec Fab Five Freddy, mais bizarrement sans que le nom de B-Side apparaisse. Les crédits indiquent simplement male version pour celle de Fab Five Freddy et female version pour celle de B-Side. Et oui, tu as raison derrière ton écran, l'irrespect total. Je sens mes billets verts, t'aider, bon mon affaire, je viens de le trottoir et c'est une sale histoire. Mais heureusement, cette désillusion ne va pas dissuader nos aspirantes rappeuses. Et là, on peut penser aux Mice, le tout premier groupe de rap féminin, composé de 6 membres, et même si elles vont pas sortir de single, d'album ou quoi, elles vont quand même en 1990, au New Morning, faire les premières parties de Queen Latifah et Money Love. Le symbole est fort, puisque ces deux artistes font partie des femmes qui font bouger les choses aux États-Unis. Plus exposée, la rappeuse Salia est la seule femme présente dans la toute première compile du rap français. La cassette est juste là, c'est Rap Attitude, sorti en 1990 avec Enfant du Ghetto. Enfant du ghetto, fan de tempo, arme charme, son
Salia est aussi membre du collectif New Generation MC, d'ailleurs souvent désigné comme l'un des tout premiers groupes à rapper en français. Peu de temps après, elle sera la seule du groupe à signer dans une major. Bien évidemment, être une femme dans le rap à ce moment-là reste dans l'imaginaire collectif quelque chose d'assez compliqué. Dans le livre Fly Girls, Histoire du hip-hop féminin, important pour comprendre d'ailleurs les débuts du rap en France, notamment du coup du point de vue des femmes, notre amie Salia résume l'état d'esprit du pays à ce moment-là. Quand tu es une fille, le public a plus d'idées préconçues, des préjugés. Tu as intérêt à te battre 2 fois plus et à ne pas t'endormir sur scène. Pour faire du rap en étant une femme, il ne faut pas avoir peur de se faire casser la gueule. Pourtant, c'est grâce à des personnes impliquées comme elle que le hip-hop tend à se répandre. Elle fait aussi partie de l'association Mouvement Authentique, née à Châtillon dans le 92 en 1988. Le but de cet asso est de faire la promotion de la culture hip-hop en organisant des concerts, en mettant à disposition des salles de répète pour des rappeurs ou des salles pour des danseurs, des breakers, et aussi en fournissant du matériel audio. Sulibi, un homme important pour les débuts du hip-hop en France, fait partie de cette association aux côtés de New Generation MC, UNLG, Destiné ou Bilove, qui sont elles deux rappeuses pionnières. Bilove rappe des titres militants et s'exprime sur la colonisation, l'esclavagisme ou le racisme. Elle est engagée à 200%, elle va carrément venir sur le plateau de France 2 en 1993 alors que Spike Lee est là en tant qu'invité et va interpréter une version de son morceau Lucie qu'on écoute tout de suite. 300 ans d'esclavage, 3 siècles de carnage, on nous prenait pour des sauvages, des anthropophages, relégués au rang d'animal, vendus comme du bétail, cette injustice fatale et c'est une grande faille. Et d'ailleurs, la rappeuse Kazé reprendra la posture et l'engagement de Bilove quelques années plus tard. Le Mont-Pelé, la savane, les pêcheurs du Carbet, les poissons de Tartane et les touristes au sein nu à la plage des Salines, pendant que la crise de la banane s'enracine. Des rappeuses comme Salia, Destiné ou Bilove ont participé grandement au développement de la culture hip-hop en France, même si elles ne seront jamais, assez streamées à leur juste valeur. Écoutez, on disait écouter à l'époque avant le streaming. Donc tu l'as compris, malgré un succès d'estime reconnu peut-être un peu tardivement, et bah à ce moment-là, pour se faire entendre en tant que femme dans le rap, le chemin est encore long et complexe. Une des premières artistes à réussir à faire bouger les choses, elle nous vient tout droit de Philadelphie et c'est madame Lady B. Elle est la toute première femme à sortir un son rap, To The Beat Y'all en 1979, et repressé en 1980 par le Sugar Hill Records de madame Sylvia Robinson, je t'en ai déjà parlé. On se lance un extrait. Lady B est une DJ de Philadelphie, hyper influente dans ce qu'elle propose à la radio, et c'est d'ailleurs elle qui va mettre en avant un certain monsieur Will Smith, qui lui aussi vient de Philadelphie. Elle s'engage aussi beaucoup auprès de la jeunesse de sa ville et multiplie les actions créatives, ça devient une véritable légende de Philadelphie, et son parcours est d'autant plus remarquable puisqu'elle vient pas de New York alors que c'est là-bas que tout se passe à cette période. Du côté du Bronx, on a aussi Sharrock qui va faire parler d'elle. Elle intègre le collectif des Funky 4+1 en tant que première femme du collectif, et ça à seulement 17 ans. Elle marque l'histoire en étant l'une des premières rappeuses aux côtés de Lady B à être enregistrée en studio, mais aussi en faisant partie du premier groupe de rap à apparaître sur une chaîne de télévision nationale. On est en 1981 pendant le Saturday Night Live, le rap est à la télévision et Sharrock est à l'image. Depuis, elle est souvent nommée comme la First Lady of Hip Hop et son influence ne cesse d'être célébrée. Et d'ailleurs, pendant ce Saturday Night Live, on a une personne qui est présente, c'est Blondie, qui deviendra en 1980 la première personne à obtenir un titre rap classé numéro 1 des ventes aux États-Unis. Et ce morceau, tu le connais sûrement derrière ton écran, c'est Rapture. Dans la foulée de l'émergence de Sharrock, d'autres femmes vont commencer à se tailler une place, comme The Sequence ou les Mercedes Ladies. The Sequence vont sortir un petit hit sur la Sugar Hill Funk You Up. Alors cette musique te dit sûrement quelque chose, puisqu'ensuite, monsieur Dr. Dre les samplera. Et si ça te dit quelque chose, mais tu reconnais pas encore exactement la chanson, c'est sûrement que tu connais le hit planétaire de Bruno Mars et Mark Ronson avec Uptown Funk. Les Mercedes Ladies, elles, prouvent une nouvelle fois que l'histoire du rap s'est construite avec les femmes, et ça, elles le revendiquent. Elles dansent, rappent, sont DJ, et une de leurs membres fait partie du collectif Soul Sonic Force de Monsieur Afrika Bambaataa, que je t'ai déjà cité juste avant. Les Mercedes Ladies se rendent compte qu'elles voient très peu de femmes être connues pour leur talent, comme le sont les hommes. Elles décident donc de fédérer et d'organiser leur propre soirée à New York.
Les sœurs Winley sortent en 1979 le morceau Rhymin' and Rappin'. Et pour certains historiens, je ne suis pas historien donc je ne pourrai jamais certifier ces propos, mais elles sont, avant même Lady B ou Sharrock, les premières femmes à être enregistrées. Le son Vicious Rap d'une des deux sœurs, Tanya, elle va sortir ça en 1980. C'est-à-dire 2 ans avant l'iconique morceau The Message de Grandmaster Flash et Furious 5. Et même si The Message est, dans 90% des récits, considéré comme le premier titre commercialisé de rap engagé, c'est en fait The Vicious Rap, le premier à prendre cette voie. Eh oui. Du côté du Queens, en 1984, on va voir l'émergence et la naissance du tout premier diss track. Le diss track, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ces fameux morceaux de clash, on va dire, des morceaux directement visés sur tel ou tel artiste, telle ou telle personnalité. Un qui a attiré sur beaucoup de gens, c'est monsieur MC Jean Gabin, qui avait fait un morceau qui s'appelle Je t'emmerde, sorti en 2003, où il lâche un pic, je pense, sur tous les rappeurs de l'époque. Booba, Booba, mon petit ourson. Et nique sa mère la réinsertion. Même pas Renoir, même pas Abza. Et le tout premier morceau du genre, il est l'œuvre de Roxane Chanté, qui va entraîner d'ailleurs ensuite une série de réponses, et c'est ça qu'on préfère d'ailleurs dans les diss tracks, qui sera plus tard nommée la Roxane Noire. Il faut savoir un truc, c'est que Roxane n'a que 14 ans quand elle se lance dans le rap, guidée par un certain Marley Marl du Juicy Crew. Et une de ses premières apparitions sur un disque, ça va être avec Roxane Revenge, où elle va totalement diss le groupe UTFO, qui avait sorti un morceau bien macho, appelé Roxane Roxane. Le morceau est produit par le monsieur qui la guide, Marley, et l'idée est venue parce que UTFO ont annulé leur venue lors d'une émission, et donc Marley et le DJ de l'émission ont proposé à Roxane d'enregistrer un morceau pour se venger un petit peu. Ça fait beaucoup de bruit, tout le monde en parle et il y a carrément une réponse. Le morceau s'appelle The Real Roxane et il va apparaître sur l'album du groupe en 1985. Ah oui, c'est une vraie guerre qui est lancée. Your IQ is really 1.2. I don't like your rap cause your rap is dead. Educated rapper, no sense in your head. Et la même année, donc en 1985, il va se passer un événement. Un événement qui marque son parcours, mais qui marque aussi un petit peu l'état d'esprit dans lequel est l'industrie vis-à-vis des femmes dans le rap. Roxane Chanté participe à un battle sobrement appelé The Battle for World Supremacy, un battle créé dans les années 80. Notre chère protagoniste a seulement 15 ans et c'est la plus jeune à participer au concours. Et surtout, c'est la seule femme. L'idée du battle, comme beaucoup de concours du genre, est d'affronter des rappeurs sur des séries de freestyle, et à la fin, il ne restera qu'une seule personne, un gagnant ou une gagnante. La meuf met à l'amende tout le monde, on comprend très vite que personne n'est à sa hauteur, elle gagne même contre des gros noms déjà un petit peu implantés, etc. Et les jurys qui notent un petit peu les prestations de tout ça sont des personnalités déjà très influentes dans le milieu. Grandmaster Caz, Kool Moe et une personne qui va nous intéresser, Kurtis Blow. Tout au long du concours, Roxane ne va jamais atteindre une note en dessous de 8 sur 10 jusqu'à ce qu'elle arrive en finale. Contre un certain Buzzy B Starsky qui est à l'époque une légende là-bas du freestyle. À la fin de ce combat de titan, Buzzy B reçoit toutes ses notes, il a une très bonne note globale, mais là vient le tour de Roxane de recevoir ses notes au fur et à mesure. Chacun des jurés à tour de rôle donne sa note et elle n'obtient que de très bonnes notes, à tel point qu'il y a encore un juré qui doit donner sa note et elle a déjà quasiment dépassé Buzzy B. La victoire est presque dans ses mains, mais le méchant Kurtis Blow, le dernier juré à voter, calcule le nombre de points qu'il lui faut pour qu'elle perde, il lui donne la note de 4 et elle perd. Mais alors pourquoi Kurtis met cette note de merde à cette jeune fille de 15 ans qui a tout déchiré? Alors non pas qu'il doit des thunes à monsieur Buzzy B, bien au contraire, mais en fait il a l'intime conviction que le rap ne pourra pas se développer si une jeune fille de 15 ans gagne un concours qui, je le dis en français, s'appelle le Battle pour la suprématie mondiale. Il sabote le truc, met une note de 4 alors que sa prestation vaut beaucoup plus, mais Roxane, t'es bien gentil, tu dégages, mais c'est Buzzy B qui va gagner. T'as pas honte? Tu fais de la bonne musique, mais non, là tu m'as saoulé, je suis obligé d'éteindre. Tu l'as compris, des rappeuses comme Sharrock, Lady B, The Sequence, les Mercedes Ladies enfoncent les portes et s'imposent avec tout leur talent et leur style. Un peu après elles, d'autres artistes vont reprendre le flambeau et elles aussi, à leur tour, changer un petit peu le haut paysage rap américain avant d'influencer encore une nouvelle génération d'artistes jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Queen Latifah est l'une des figures principales du rap à la fin des années 80 et au début des années 90. Elle va sortir son tout premier album en 1989, il est juste ici,
All I the Queen et pose fièrement sur la couverture de celui. Elle est grande, puissante et emprunte son nom à l'un de ses cousins, Latifah, où elle va rajouter le préfixe Queen car pour elle, toutes les femmes noires sont des reines. Elle fera preuve dans toute sa carrière d'un vrai engagement social et politique, devenant un symbole pour l'égalité des sexes et aussi une porte-parole pour la communauté noire américaine. Elle est encore grandement citée aujourd'hui par des artistes hip-hop, soul ou R&B comme une source d'inspiration majeure. Son premier vrai tampon et le titre qui l'a fait passer directement à la postérité, c'est Ladies First avec Money Love, sorti en 1989. L'objectif est pour Queen Latifah de mettre les femmes à la place qu'elles méritent. Le clip est d'ailleurs plein de fierté et d'images fortes. Il superpose des images et des photos de femmes noires qui ont changé des choses avec des images de révolte, le tout avec des samples de discours de Malcolm X. On y voit Angela Davis ou encore Harriet Tubman, une femme que tu connais peut-être pas mais qui s'est toute sa vie battue en faveur de l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. C'est l'une des figures importantes de l'Underground Railroad, un réseau de trains clandestins qui transportait des hommes et des femmes réduits à l'esclavage dans le sud des États-Unis directement vers le nord dans les États libres ou au Canada. Le clip de Ladies First est un moment fort pour plein de raisons. C'est la première fois que deux artistes féminines qui ne font pas partie du même groupe collaborent sur un seul et même son. C'est hyper symbolique et encore plus quand tu regardes le texte de cette chanson qui vise à démontrer et à dire que les femmes méritent autant d'attention et de respect que les hommes, surtout dans le milieu dans lequel elles sont, le rap. Queen Latifah se souvient d'ailleurs qu'elle a dû se battre pour que le clip voit le jour, car à l'époque, tu te doutes bien, les labels étaient un petit peu réticents de donner du budget pour que des femmes apparaissent à l'écran, et encore plus pour une collaboration entre deux d'entre elles. Mais voilà, petit chais à toutes ces personnes qui n'ont pas cru en elles. Elles se sont battues pour ce clip et elles ont bien eu raison, puisque le succès de Ladies First est immense et ça va donner tort à beaucoup de personnes dans les labels. Elles prouvent avec ça que l'industrie du disque peut faire du profit et de l'argent avec des femmes dans le rap. Donc voilà, maintenant que ça sent un petit peu l'argent, le business change, les requins en chemise repointent le bout de leur nez, et voilà, ça redonne un peu de lumière sur des artistes qui étaient un peu plus mis au second plan, et la vision de tout ça va changer un petit peu au sein de l'industrie. Des années plus tard, en 2011, le rappeur Kendrick Lamar reprendra la même trame que la vidéo de Ladies First pour son clip High Power, qu'il l'introduit au grand public. Il insère des images de leaders noirs, cite Malcolm X comme Queen Latifah et montre des images de guerre et d'insurrection. Un autre titre emblématique de la carrière de Queen Latifah et de son engagement, c'est Unity, où elle s'exprime sur les violences conjugales, le harcèlement de rue, le manque de respect dans le hip-hop, dans le rap pour les femmes et d'autres sujets de société. Fortement influencée par Queen Latifah, Lauryn Hill, elle explose les barrières entre le rap et le chant. Elle est autant considérée rappeuse que chanteuse. À l'aise dans les deux registres, on dirait que tout est facile pour elle. C'est le premier exemple au succès commercial énorme de cette alliance entre deux genres, R&B, soul, rap. Ça fait 3 genres du coup. Des genres qui s'étaient souvent mêlés, mais jamais à ce niveau de symbiose. Aujourd'hui en 2023, il y a toujours plus d'hybrides entre chanteurs et rappeurs, à tel point que parfois on se demande dans quelle catégorie ranger certains artistes. Et ça en France comme au States. Et c'est Lauryn Hill qui, la première, permet de libérer les voix et qui montre que chanter et rapper ne sont pas incompatibles. C'est à ce moment qu'un des plus grands nombres de femmes sont exposées au devant de la scène. Missy Elliott, de son côté, s'impose comme une superstar, avec ses clips, la variété de son répertoire, sa capacité à prendre des risques et son audace. Sa musique, pleine d'influences qui viennent de partout, montre aussi qu'être une femme dans le rap, c'est pas forcément se cantonner à une seule et même case. Alors là, ces clips sont tous plus fous les uns que les autres, ça part dans tous les sens, il y a une vraie recherche de l'esthétique, mais aussi de l'originalité et de l'innovation. Elle nous montre que les clips de rap, eh bah oui, ça peut être ambitieux. Et d'ailleurs, je sais pas si c'est pour rendre hommage à certaines de ces femmes-là, mais par exemple, dans le clip D.A., le seul clip qu'a sorti Shai en 2022, et bah je retrouve une petite inspiration de Missy Elliott. C'est une propale, ça me fait penser à ça. Dis-moi si t'es d'accord ou non en commentaire, et bien évidemment le like. On perd pas le nord. Et ce qui est intéressant avec cette mise en avant, c'est que ça laisse la place à la créativité, à beaucoup plus de liberté, moins de barrières pour les générations à venir. Donc à l'opposé de Missy Elliott, Lauryn Hill ou Queen Latifah dont je te parlais avant, nous avons Foxy Brown et Lil Kim qui, en plus d'être d'excellentes rappeuses, célèbres pour la qualité de leurs rimes, vont montrer que bah aussi les femmes peuvent parler de cul dans leurs textes. Et oui, sans s'en cacher, sans tabou, et ça donne ça.
Alors bien évidemment, elles vont choquer certains auditeurs ou auditrices, mais elles vont faire front et ne s'excusent de rien. Leur posture est provocatrice, elles peuvent être tout aussi dégueulasses que les hommes dans leurs textes, rien à foutre. Qui avait jusque-là le monopole des histoires crues de sexe dans les textes qui étaient, bon, tu te doutes bien souvent racontés du point de vue masculin. Elles sont donc des pionnières et libèrent la parole, mesdames et messieurs. C'est sûrement quelque chose qui te fait clairement sens aujourd'hui, parce que des Megan Thee Stallion, des Nicki Minaj ou même des Shai pour la partie francophone s'inspirent de certains éléments portés et défendus par Foxy Brown ou Lil Kim. Donc toutes les artistes qu'on cite depuis tout à l'heure ont permis d'ouvrir un petit peu les esprits du public, des industries, etc. pour que tes artistes féminines préférées puissent te lâcher des textes comme ça par exemple. Il faut savoir que Queen Latifah est pas trop une adepte des textes de Foxy Brown et les deux artistes vont rentrer en conflit. C'est là le retour de nos fameux diss tracks. Et oui. On voit alors s'opposer deux visions différentes de la musique et de la place de la femme dans cette industrie. Celle de Queen Latifah qui base son engagement dans la portée sociale de ses textes, et d'un autre côté, Foxy Brown qui voit dans sa manière assez crue de parler de sexe un moyen que le corps et la parole de la femme leur appartiennent, qu'elle ne se laissera jamais dicter par des hommes et qu'elle les transforme à leur tour en objets sexuels. Alors il faut savoir que Foxy Brown et Lil Kim vendent beaucoup de disques, ça génère énormément d'attention, énormément d'argent. Mais sans le vouloir et à cause de certains gros patrons de labels, ça va créer une sorte de prototype de ce qu'attendent les labels des femmes dans le rap. Parce que forcément, le sexe, ça fait vendre, et qu'à ce moment-là, les patrons de labels en ont un peu rien à foutre du combat social de ces femmes-là. L'aspect sexy et un peu sexuel, ça attire, donc ça va créer, on va dire, un petit prototype de ce que les labels attendent des femmes dans le rap. Alors attention, je remets pas la faute sur Lil Kim ou Foxy Brown. C'est des personnes véreuses et mal intentionnées derrière qui vont bien évidemment détourner un petit peu le vecteur social de ces prises d'opposition pour en faire quelque chose de, voilà, de commercial. De là, forcément, les requins pointent le bout de leur nez une nouvelle fois. Eux, ce qu'ils voient, c'est que si t'es un petit peu dénudé et que tu parles de sexe, ça fait vendre. Donc on va essayer de créer un petit moule, un prototype commercial qui va un peu se calquer sur ce schéma de réussite. Et une rappeuse comme Yo-Yo, sur la côte ouest, s'est battue contre ça. Elle connaît ses débuts, notamment avec un personnage connu de la côte ouest, c'est Monsieur Ice Cube. Et cet artiste s'est battu pendant toute sa carrière pour changer l'image des femmes dans le rap, et donc plus particulièrement sur la côte ouest, où le gangsta rap multipliait les propos un petit peu misogynes. Une des apparitions les plus remarquées de Yo-Yo est notamment aux côtés d'Ice Cube, où dans un morceau il va parler d'une femme comme un objet, et dans le deuxième couplet, la rappeuse va un peu le remettre en place. On dépoussière un petit peu tout ça, et on va écouter ce morceau de 91 directement importé de la côte ouest. Bizarre. Yo-Yo s'engage ensuite dans des associations, dont YBWC, et continue encore de militer. Elle s'oppose à Maxine Waters, une membre du Congrès américain qui trouve les textes de rap, surtout de la côte ouest, un peu trop violents. Yo-Yo va défendre le rap et reporter les problèmes du coup sur plutôt le fond, les problèmes de racisme et d'isolement économique qui fracturent le pays. En 2011, elle va lancer l'une des premières écoles du hip-hop, et oui, ça existe, c'est sur Parcoursup si tu veux voir. Une école située dans le quartier de Leimert Park, directement à Los Angeles, puis elle va ouvrir une branche à Détroit. Alors que le rap américain connaît un premier âge d'or, le rap génère un maximum de moula et de nombreuses rappeuses sont signées en maison de disques. Mais le soufflet retombe bien au cours de la décennie suivante, à tel point qu'en 2005, dans les Grammys Awards, on va carrément abandonner et enlever la catégorie Female MC. Donc voilà, c'est pour te dire un petit peu la gueule que ça a à ce moment-là. Mais après le succès de Nicki Minaj, donc courant 2009, les choses changent. Et aujourd'hui, on peut se réjouir de voir de plus en plus de femmes occuper l'espace et toute une nouvelle génération de nouvelles artistes, que ce soit Coi Leray, Ice Spice, etc. Bref, ça régale. Et encore plus chez nous, en France, où les artistes sont tout aussi nombreuses. Le Juice, Meryl, Baby Solo, Shai, Vicky Air, Lala Ace, bref, la liste est longue. Les succès s'enchaînent et permettent, tout comme Lauryn Hill ou Missy Elliott, de faire évoluer le rap vers de nouveaux horizons. Et ici, on valide. Un des clichés qui a marqué l'épopée des femmes dans le rap, qu'elles soient artistes, photographes, organisatrices de concerts, patronnes d'émissions ou différents jobs au sein d'un label, c'est qu'on dirait qu'elles ont été toujours rapprochées d'hommes ou comparées à une figure masculine. Comme si, bon, elles pouvaient pas exister d'elles-mêmes, simplement en raison de leur genre. Et comme on a pu le voir, c'est particulièrement symbolique dans le cadre du rap. Beaucoup d'artistes sont présentés comme les First Ladies de leur label, et pour ça, t'as 40 000 exemples. Eve, même si elle est l'une des artistes les plus solides du circuit, est présentée comme la première dame des Rough Riders. Nicki Minaj, j'en parlais avant, et la First Lady de Young Money. Bref, il y a plein d'exemples
exemple. Et si on veut refaire un parallèle avec la France, bah Shai, c'est un peu la First Lady du 9 de I. Alors là, je me voyais pas te faire une liste en mode name drop, etc. Donc ce que je fais, si ça t'intéresse, tu cliques en description, il y a une petite playlist avec plein d'artistes et plein de morceaux très cool. Comme ça, c'est cadeau. Tu regardes un documentaire, t'apprends des choses et tu repars avec une belle playlist. Toutes ces pionnières entre l'engagement politique et social de Queen Latifah, le refus de frontières de Missy Elliott ou Lauryn Hill, le côté provocateur de Lil Kim ou Foxy Brown, le courage de Roxane Chanté ou Sharrock se retrouvent partout dans le circuit du rap aujourd'hui, chez les femmes comme chez les hommes. On s'est concentré sur ce documentaire sur une période assez réduite, mais il y a encore bien évidemment 50 000 choses à dire sur la place de la femme dans le milieu du rap, et surtout sur cette manie de les invisibiliser. Mais bon, ça relève d'un problème de société carrément, parce que c'est pas que dans le rap, bien évidemment, mesdames et messieurs. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit SO. En février dernier, la journaliste Samia Anashi publie une enquête sur l'invisibilisation des rappeuses par les médias. Elle donne plusieurs statistiques qui sont un petit peu inquiétantes, et notamment une qui permet de se rendre compte que, malgré tout ce que je viens de te raconter, le travail reste encore à faire. Parmi tous les artistes rap invités sur des médias spécialisés, et bah les femmes, ça représente 3,6% des invités. Donc voilà, il était important pour moi, je trouve, de sortir ça sur la chaîne, de faire un documentaire sur tous ces visages-là. J'étais un petit peu réticent au début parce que je me disais, bon, c'est un homme qui va parler de tout ça. Mais vas-y, Nick, c'est trop important pour moi, je trouve que c'est nécessaire, j'ai de la visibilité, le public qui est adepte pour ce genre de sujet. Donc voilà, c'était nécessaire et quasi évident pour moi de devoir faire ce documentaire à un moment donné. Sur ce, j'espère que tu as kiffé ce 3e documentaire de la chaîne. Normalement, dans l'année, si ça se passe bien, on devrait en sortir plusieurs. Si tu as kiffé le contenu, bien évidemment, le petit like. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, je serais très curieux parce que c'est un petit peu expérimental, c'est un sujet que j'avais peur de traiter, etc. en même temps, donc je suis curieux de voir un peu ce que vous en avez pensé. Sur ce, moi je te laisse. Je me casse et on se retrouve sur un format peut-être un peu plus divertissement pour la semaine prochaine ou la semaine d'après. Je n'ai pas le programme des vidéos, mais en tout cas, c'est un kiff à chaque fois de vous sortir tout ça. Des bisous tout le monde, on se retrouve très vite. C'était Raska, allez, ciao.